bonjour à toutes du podcast How About Those Chiefs, le seul podcast en français qui traite de l'actualité des dynastiques Kansas City Chiefs. Je peux y aller, j'ai oublié le jingle. Et donc en QB backup pour Patrick Mahomes, on va avoir Gardner Minshew. Je vous avoue que je l'avais absolument pas vu venir, notre copain de conférence des Raiders. Patrick Mahomes, Andy Reid a lâché un peu les chevaux, comme je l'appelle depuis plusieurs mois. Donc Kansas City a vraiment fait le choix de la continuité. Et ne me dites pas qu'on pouvait pas garder Joe Tunney une seule saison. C'est l'ère 3 de Mahomes. L'ère 1 pour moi c'est terminé après la défaite contre les Bengals. Voilà, c'est ça. L'ère 2, elle se termine maintenant. Parfait, merci beaucoup les copains. Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode du podcast How About the Chiefs, le seul podcast qui traite de l'actualité des Kansas City Chiefs en français. Après quelques problèmes techniques, on arrive enfin à se connecter. J'ai avec moi ce soir Elvin. Elvin, comment ça va ? Salut tout le monde. Eh ben, écoute, ça va comme une équipe qui est aux portes de l'élimination. Donc, mais bon, les fêtes de fin d'année approchent, Noël arrive, donc tout va bien. On garde le moral. Ouais, on garde le moral, comme dit Yo à chaque fois, ça reste que du foot. D'ailleurs, en parlant de Johan, comment ça va ? Eh ben, ça va très bien, parfait. Ça y est, mon Hugues, normalement, les réglages sont bons. Ne bouge plus, bon. T'es parfait. Après, je ne sais pas, mais ça fonctionne. Il n'y a pas de souci. Moi, ça va, oui, ça reste du foot. Hein. Ça, on va te le dire clairement. Emilien n'est pas là, je ne vais pas dire de grossièreté, mais en gros, ça fait... Voilà, je vais le dire comme ça. Merde, on n'est pas habitué. Non, c'est ça. On n'est pas pour beaucoup d'entre nous, je pense, mais pour certains d'entre nous, on n'est plus habitués justement à ces saisons-là. Et c'est vrai que ça, comme tu dis, ça fait bien. C'est des problèmes de riches, les gars. C'est des problèmes de riches. On sort de la plus belle dynastie qu'il y a jamais eu. Donc réjouissons-nous que ça se soit passé. Et puis, on va quand même continuer à supporter notre équipe malgré tout. Exactement. C'est ce qui fait le lot des bons supporters. On va dire qu'on n'est pas des opportunistes dans le malheur ou la gloire. Hein. Il faut suivre notre équipe. On ne va pas changer. Ça risque pas. Donc, comme tu dis, Elvin, il faut continuer à suivre sa franchise de cœur dans les bons ou dans les mauvais moments. Et puis tant qu'on a le meilleur la vie de supporter, mais tant qu'on a le meilleur joueur du monde dans notre équipe, je veux dire, ça reste quand même les belles années, quoi. Je veux dire, soyons conscients de ça quand même. Mahomes, il est là et il est là pour rester. Il ne va nulle part. Donc, quand on parle de fin de dynastie, c'est pas tellement ça. Vous savez, en anglais, ils disent soit un rebuild, c'est quand tu repars vraiment de rien, ou retool, c'est quand tu essayes un petit peu, il faut rajouter quelques outils, quoi. Et moi, je pense qu'on est plutôt dans le retool que les Patriots ont dû faire aussi quand c'était encore Tom Brady à la baguette. Je vous rappelle qu'ils ne sont pas allés au Super Bowl pendant 10 ans. Donc, sauf qu'ils ont eu 2 dynasties, en fait, mais toujours avec Tom Brady entre eux deux. Moi, je pense qu'on n'attendra pas 10 ans avant de retourner à notre prochain Super Bowl. Mais les grandes équipes en Europe, on est fans de soccer tous à côté un petit peu. On a tous connu le Real Madrid, vainqueur de Ligue des Champions quand on était gamin. Le vainqueur quand on est adulte. Maintenant, on a tous, on n'a pas tous des enfants. Elvin, t'en as encore pas. Mais pas encore. Je suis au courant. Ou alors moi non plus. Alors. J'ai pas osé la faire. Mais Hugues, avec moi, on voyait gagner le Real quand on était petit et on voit le Real toujours gagner maintenant. On se demande s'il n'y a pas. Et puis alors, il y a eu un énorme trou entre les deux périodes, quoi. Donc voilà, il faut relativiser. Ça reste du sport. Ça nous embête. Mais voilà, il faut rester quand même si je vais en défoncer quelques-uns dans l'épisode. Hein, bien sûr. En anglais, on appelait ça un compliment sandwich. Tu commences par un compliment, ensuite tu balances le truc et tu finis par un compliment. Comme ça passe bien.
Et j'ai deux nouveaux jingles à faire à mettre à un moment donné. Il y aura la situation pour, je les mettrai. Et voilà. Après, ça fait partie du sport. Il y a des saisons on est moins en réussite. Et en fait, il y a rien qui va dans l'autre sens. Tu regardes les Chargers gagnent dans un match complètement dantesque, alors ils peuvent le perdre 9 fois sur 10. Et non, ils le finissent par le gagner. De l'autre côté, la réception de Kelsey, l'interception de Kelsey. Tu te demandes comment il fait pour la perdre. Si elle tombe par terre, c'est exactement pareil, tu as le ballon. Bref, il y a plein de détails en fait qui font qu'ils vont pas dans l'autre sens. Et ça toute la saison comme ça. Ouais. Et voilà, et ça fait partie par moment du sport. C'est comme ça, t'as rien qui va dans ton sens. Et faut l'accepter quoi. Faut l'accepter. C'est comme Maurice qui se blesse sur le premier drive. Ouais, voilà, ouais. Bon, ça, c'était pas pour Elvin, c'était pas une grande perte, mais. Ah non, c'est sûr. Non, mais je trouve que c'est une bonne nouvelle que tous ces petits trucs-là ne fonctionnent pas. Parce qu'en fait, la réalité, c'est que pour moi, ce ne sont pas des petites choses. C'est les conférences de presse d'Andy Reid. C'est oh, on a quelques détails à régler. Ça va... Andy, c'est depuis l'année dernière que c'est comme ça. Sauf que l'année dernière, on est allé au Super Bowl. Donc on s'est dit, bon, bah tout va bien du coup, puisqu'on est allé au Super Bowl. Donc du coup, on n'a pas adressé les choses qu'on aurait dû adresser. Vous savez, il faut toujours avoir un temps d'avance si tu veux continuer d'exister. Les troisièmes et longues, l'absence de jeu de course, pas précis, les plays, les défenses qui s'adaptent. Tout ça, c'est des choses qui, on aurait pu l'anticiper. La chose principale, c'était la O-line. C'est ce qu'il fallait adresser. Voilà, ça a été fait. Oui. Voilà, après, ils sont tous blessés. Qu'est-ce que tu veux y faire? Et heureusement qu'on a encore un Creedon Frey qui est solide, hein, parce que sinon, la O-line, il resterait plus que sur Mataya sur la O-line. Ça serait... Alors, on va en parler tout à l'heure de la O-line, mais il y a des trucs à dire. Mais ouais, bref, voilà. Mais on a plein de choses à dire. Mais on garde le moral. Et puis moi, je le fais tout de suite. Si vous voulez être dans le mal et faire une petite thérapie, rejoignez l'association Kiff France pour 10 € et vous venez, on vous fait rejoindre le groupe WhatsApp et je le dis, ça fait parce du bien. que écouter le podcast, je pense depuis là-bas, et on a un adhérent qui sera au match ce week-end, donc il nous a vendu un peu la surprise tout à l'heure sur le groupe WhatsApp, donc on lui souhaite un bon match et on se souhaite un bon Arrowhead et on espère que tu seras la mascotte et pour la victoire dimanche, quoi qu'il arrive. Et puis c'est vrai que ça fait du bien, mine de rien, quand t'es comme ça au fond du seau, où tu te dis, bon, tu vois d'autres personnes qui sont aussi agacées que toi, tu dis, bon, finalement, on est je suis pas seul. Ça permet, surtout alors ceux qui ont le courage de se lever à 2h du matin pour regarder les matchs, bon, au moins t'es plusieurs à insulter Harrison Butker, donc ça va. Le seul truc qui me fait mal en ce moment, c'est ceux qui ont les équipes qui vont mal depuis des années. Ah regarde nous ce qu'on vit. Mais non, j'ai pas envie de vivre ce que vous vivez, j'ai pas envie. Laissez-moi tranquille. Et puis nous on tombe de haut. Vous êtes tombé depuis la première marche de l'escalier, nous on tombe depuis le 3e étage. Là. Après, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y en a où on est triste, mais je pense qu'il y en a qui doivent être tellement contents de nous voir comme ça. Donc, si on peut au moins leur égayer un peu leur vie, c'est toujours ça de prix, quoi. Surtout en cette période de cadeaux de Noël. Après, ça fait partie de la loi du sport aussi et de la loi des rivalités et tout ça. Et voilà, comme moi qu'il y en a qui se réjouissent, tant mieux pour eux. Si ça leur embellit leur journée, qu'est-ce que je te dise? Moi, il y a des choses, comme je dis, beaucoup plus importantes. Moi, je préfère encore voir mon fils aller prendre du plaisir le week-end, aller jouer au basket, jouer au foot et voilà, puis ma fille heureuse, jouer du piano et tout, c'est ça qui m'embellit ma journée. Moi, si c'est l'équipe adverse qui perd qui embellit ma journée, la vie, c'est pas la mienne, quoi. C'est pas la mienne. Bon, allez, rupture de champagne chez TDA. Du coup, on va commencer. On fait un point sur la situation des Chiefs. On a déjà commencé. Je pense qu'on peut essayer de cadrer un petit peu ça. Donc, on arrive à ce stade de la saison avec un bilan de 6 victoires pour 7 défaites. Je pense que personne n'avait pronostiqué dans le podcast de début de saison. On est tous d'accord. Ce qui nous place 3e de l'AFC West et on est toujours en dehors des places qualificatives pour les playoffs et ces chances de playoffs se menuisent de semaine en semaine du coup parce qu'on est incapable de remporter les matchs qu'il faut. Je crois qu'on est autour de 12 ou 16%, je ne sais plus exactement. 11. C'est 11, je crois. 11, ouais. C'est encore moins que ce que j'avais lu. Et du coup, on est place inhabituelle pour Kelsey. On est plutôt
l'équipe qui domine cette division depuis une paire d'années. Et là, on se retrouve quand même dans une belle zone de turbulence dans laquelle on n'avait plus l'habitude depuis longtemps de se retrouver. Côté offensif, on est capable de produire, mais on n'a plus du tout l'explosivité que l'on connaissait. Les chiffres sont pas catastrophiques, mais au fait, on a cette attaque qui reste vraiment irrégulière et toujours très dépendante des coups d'éclat de Mahomes. Et là, vu que les coups d'éclat ne se transforment plus en réussite, c'est là qu'on sent vraiment qu'il y a quelque chose qui est cassé, un gros grain de sable qui est dans l'engrenage. T'en parlais tout à l'heure, Elvin, c'est sur les 3e et puis sur les 4e tentatives où on pêche le plus. Et voilà, c'est ce qui permet de garder le momentum et d'avancer, d'engranger des points. Et au fait, on n'avance plus, on marque plus de points. Et typiquement sur les 4e tentatives, on a 5 réussites sur 18 tentatives cette saison. Une des pires de la ligue. Donc on n'arrive plus à garder ou à reprendre le momentum là-dessus. Donc pour moi, le bilan de cette saison, c'est vraiment de ce côté-là que l'on ne gagne pas les matchs du coup. Est-ce qu'on les perd, est-ce qu'on les gagne pas? C'est une question de point de vue. Mais pour ma part, vraiment, c'est sur ce côté-là de l'attaque qui fait qu'on est sur ce bilan-là. Vous en pensez quoi du coup, les gars? Vas-y, Yo. Moi, je vais commencer par. Je mets un jingle pour vous faire plaisir, messieurs, et, parce que voilà ce que je pense de nos wide receivers et de nos tight ends sur ce match. T'es nul! Nul! Alors, non, mais voilà, je l'avais dit la semaine dernière, on n'a pas de vrai wide receiver 1. Alors, ils sont classés bien évidemment 1 ou 2 ou 1 bis, comme vous voulez, dans la hiérarchie Kansas City. Mais quand on voit les autres équipes, je suis désolé, quand tu vois rien qu'un Nico Collins chez les Texans, c'est un wide receiver 1. Tu prends la semaine dernière un CeeDee Lamb, c'est un wide receiver 1. Tu prends, voilà. Et nous alors je dis pas qu'on s'est trompé, hein, mais je pense qu'on a vu nos receveurs trop haut. Bien sûr qu'ils ont du talent, hein, là-dessus, je vais pas tout. Faut pas oublier ce qu'a fait Rashee Rice au Super Bowl quand on le remporte. Le drive qu'il fait, le drive en prolongation, la réception qu'il fait, qui perd fort quand il prend le ballon en travers, là, puis qu'il s'en va, et l'action elle est magnifique. Et tu te dis c'est un rookie qui fait ça à l'époque. Bref, voilà, faut pas oublier, à un moment donné, faut pas oublier tout ce qui a été fait. Je suis le premier à taper sur Harrison Butker. Faut pas oublier tout ce qu'il a fait non plus, même s'il est mauvais cette année. Je le dis, il est mauvais, mais vraiment mauvais. Il est nul. Mais par contre, voilà, on va pas non plus effacer ce que fait Worthy. On va pas effacer ce que fait Rashee Rice. On va pas enlever tout ce qu'a fait Travis Kelce, parce que c'est une légende et ça restera une légende de ce sport. Et c'est quand même un mec. Même sur la dernière action, je ne lui en veux pas. Je ne peux pas lui en vouloir. Il a tellement rendu service à Kansas City, ça fait. Voilà, je vais le dire comme ça. Ça m'embête. Ça m'embête de le voir finir comme ça. Ça m'embête de le voir terminer un match comme ça. Tu sais que derrière, il a les responsabilités et que, comme dit Mahomes, 99% de ses réceptions, il les a toujours fait. Là, ça ne marche pas. Ça ne fonctionne pas. Mais qu'est-ce que tu veux dire? Voilà, c'est. Et je pense qu'on sait pas. C'est pas le fait qu'on se soit reposé sur nos lauriers. Je pense qu'on a fait confiance à des gars, mais ils n'ont pas les autres à côté de Kelce n'ont pas le talent qu'on attendait d'eux. Et quand ça va moins bien, quand tout roule, ça va, ils sont en route, ça va bien. Mais quand ça va moins bien et qu'il faut compter sur eux, c'est un peu plus dans la difficulté. Il ne faut pas oublier que c'est des jeunes joueurs quand même. Mais de toute façon, quand tu as 9 drops dans le même match entre les tight ends et les wide receivers, tu ne peux pas gagner un match. Et encore, on n'a pas trop pris de pénalité sur ce match. Mais le week-end d'avant, on avait pris contre les Dallas Cowboys 130 yards de pénalité ou 110 yards de pénalité. Bref, ça arrivait plusieurs fois cette saison. Voilà, moi, un Hollywood Brown, machin. Et on va y revenir aussi. Un Patrick Mahomes qui lâche plus le ballon au bon moment. Et ça, moi, je pense que, j'osais pas le dire avant, mais je pense vraiment que sur ce match et que sur les matchs d'avant, il y a notre Patrick, il a peut-être des traces qui restent du Super Bowl par rapport à sa O-line, par rapport à lui aussi, par rapport à sa comment ça s'appelle, à sa confiance. Voilà, je voulais chercher le mot. Donc bref,
Mais voilà, c'est tout, c'est une réalité. On est à 6-7 et on n'a pas été bon. On n'a pas été bon contre les Texans. On a plusieurs fois, notre défense nous a remis pour refaire un drive, pour aller passer devant. On ne le fait pas. Le poteau d'Harrison Butker nous coûte 3 points aussi, qui fait que derrière, à un moment donné, tu peux être devant le match. Tu peux être devant à un moment donné dans le match. Maintenant, tu as ces 3 points, donc on reste à 10-10. Bref, voilà. Il y a tout ça qui rentre en compte. Et en fait, il n'y a rien qui va. Et puis du coup, pas de jeu de course, plus de O-line, plus voilà, Alors on va pas se plaindre parce que des autres équipes, ça leur arrive aussi d'avoir plein. Justin Herbert aujourd'hui, il a plus de O-line et ça l'empêche pas d'être un 9-4, je crois, les Chargers. Donc bref, mais moi je pense que nos joueurs, on les a vus trop haut certains, et du coup ils sont là quand il y a la pression, que ça va moins bien. On peut pas trop compter sur eux. Du moins, c'est pas qu'on peut pas trop compter sur eux, on peut moins compter sur eux, quoi. Voilà. Et toi, Elvin, ton point de vue là-dessus, sur le bilan, un point sur la situation? Sur la situation, je suis d'accord à peu près avec tout ce que vous avez dit. Le seul désaccord que j'aurais, c'est sur Patrick Mahomes. Moi, je trouve que je trouve que c'est intéressant de revoir les matchs avec un peu plus de recul pour voir dans quelle situation il est quand il lance. Et c'est intéressant de voir les plays qui ont marché. Pas seulement les plays qui n'ont pas marché, mais les plays qui ont marché. Et les plays qui ont marché, c'est rarement grâce à l'appel de jeu, en fait. Je trouve que c'est quand même souvent Mahomes qui fait un peu de la magie. Souvent qui sort de sa poche. Bon, alors là, il se trouve que contre les Texans, c'était un petit peu le plan d'avoir une poche mouvante ou d'avoir un escape un peu plus rapide, ou alors d'avoir double protection côté les épaules. Mais moi, je reproche rien à Mahomes cette saison. Je trouve qu'il fait. Alors oui, il a quelques interceptions qui sont pour lui. Non, mais bien sûr. Non, mais là-dessus, je te rejoins, Elvin. On n'a pas grand. C'est le meilleur joueur de notre équipe. Heureusement qu'il est là. Si tu l'as pas, on n'est même pas à ce bilan-là cette année, quoi. Voilà, faut être clair. Et je te coupe vite fait, mais moi, je valide totalement ce que tu dis. Même s'il en perd de confiance, Mahomes a encore prouvé cette année qu'il faisait des jeux incroyables. Il les a prouvés, il les a fait. On le voit le jour de Thanksgiving où il est deux fois, il a accroché et il lance le ballon. Tu sais même pas comment il fait pour lancer le ballon. Bref, Mahomes reste Mahomes, mais voilà, je valide complètement ce que tu dis. C'est pas le plus fautif. C'est pas lui le plus fautif de l'histoire. Non, voilà. mais je vois pas, si tu veux, ce séquelle qu'il pourrait avoir d'une mauvaise offensive line. Par exemple, quand il avait toute sa ligne offensive, on en revient à ce match contre les Lions, quoi, mais où il était dans un fauteuil, il était tranquille, où il pouvait dérouler, et je trouvais que Patrick Mahomes était là. Il n'avait pas tout le monde parce que Simon n'était pas là. Il n'y avait pas tout le monde, mais ça fonctionnait bien. C'est à l'époque justement où on avait compris que Jalen Moore ne pouvait pas jouer et ne savait pas jouer à droite, du coup. Mais c'est vrai que ça fonctionnait plutôt bien. Et même finalement, c'est un peu bizarre de le dire, mais contre les Jaguars, tu enlèves. Alors, il y avait des choses moches, mais au niveau de la protection, je trouvais que la poche était plutôt propre, quoi. Donc, moi, j'en veux à plein de monde, mais sauf à Mahomes. Et d'ailleurs, j'aimerais bien qu'il prenne un peu plus de pouvoir, un peu plus d'importance dans les décisions. Désolé, je prends un petit peu d'avance sur les débriefs du match, mais il y a une action en appel de jeu cruciale sur une 4e tentative où tu le vois, il est filmé en gros plan et il fait la tronche quand il entend l'appel de jeu. Il regarde Andy Reid, il fait la tronche. Tu vois clairement qu'il ne voulait pas du tout, qu'il refusait cet appel de jeu-là. Et qu'il l'a refusé jusqu'à un certain point parce qu'il l'a quand même exécuté et comme par hasard ça n'a pas fonctionné. Oui, c'est l'appel de jeu où il n'y a que Kelsey qui doit être libre et puis il n'est pas libre. Ouais, oui, mais justement, je veux dire, tu joues ta saison où tu n'as pas d'option B. Je veux dire, c'est quoi ces appels de jeu? Donc moi, juste pour résumer sur le truc, qu'est-ce qui fait qu'on est là où on est? Pour moi, tout vient du coaching. Et tu parles des receveurs. Vous connaissez Connor Embry? C'est notre coordinateur des wide receivers. C'est un mec tout jeune, ancien entraîneur des running backs. C'est la première fois qu'il coach des wide receivers et c'est dans une équipe de NFL. Il est catastrophique. Pourquoi est-ce que ça vient de lui? Pour moi,
les erreurs qu'on a vues contre les Texans, par exemple, mais qu'on a vues encore avant, des erreurs de tracé. Les fautes de main, c'est pas lui, Elvin. Alors, oui, si, c'est lui. Parce que les fautes de... Ah non, bah non, là, je peux pas valider ça. Mais tu vas valider dans 30 secondes, tu vas voir. Les fautes de main, d'où est-ce que ça vient, les fautes de main? Comment est-ce qu'un drop arrive? Quand le mec a ses mains, on connaît leur talent intrinsèque, les joueurs. Quand un drop arrive, c'est que, ou bien que le joueur n'est pas bien positionné face au ballon, tu vois, il est pas bien en face du couloir de passe, enfin voilà. Ou c'est que le timing est pas bon. Et le timing, c'est attaquer la balle. Ça, c'est un truc que tu apprends, mais dès le lycée, quand tu fais du football, c'est tu attaques le ballon. Tu attends pas qu'il arrive dans tes mains, tu dois l'attaquer, tu dois le catcher avec tes mains, si possible, ou alors avec ton corps si c'est sur l'épaule de derrière. Mais le problème où aucun de nos receveurs n'attaque le ballon, je suis désolé, mais la passe que Rashee Rice drop sur un slant, on peut dire ce qu'on veut sur le fait de tenter la 4e, que c'était risqué, tout ça. Il doit quand même la catcher parce que normalement, Rashee Rice, je suis désolé, mais tu dois attaquer le ballon. Regardez comment les autres receveurs attaquent les ballons. Ils y vont avec. Ils rentrent dans la balle. Ils sont pas en. Tu vois. Et ça, c'est quelque chose. Si tu mais non, parce que si tu le fais pas en match, ça veut dire que tu ne le fais pas à l'entraînement. Et si tu le fais pas à l'entraînement, je suis désolé, le coordinateur des receveurs, il ne regarde que les receveurs à l'entraînement. S'il voit qu'il y a un mec qui fait pas, il arrête tout de suite. Il dit il faut attaquer le ballon. Là, tout le match, t'as aucun des receveurs qui attaque la balle. Elvin, là, tu rassure-moi, mais Andy Reid, il le voit ça s'il a l'entraînement. Andy Reid, il n'a pas les yeux partout, mais je suis d'accord que ça vient d'Andy Reid aussi. Non, mais à un moment donné, il le voit. Il revisionne tous les entraînements là. Ouais. À un moment donné, pour les tracer, pour les trucs, ils ont les réunions wide receiver, quarterback, tout ça, ils ont les réunions toutes les semaines. Ne me dis pas qu'il le voit pas, c'est pas possible, c'est impossible. Bah si, mais alors, je suis d'accord avec toi, c'est pour ça que pour moi, ça vient d'abord de Connor Embry pour le problème des receveurs, et après au-dessus. Tu décharges quand même rapidement les joueurs, quand même, je trouve, mais bon. Si Andy Reid ne fait pas ne prend pas la décision de voir que son coordinateur des receveurs ne fait pas son travail et d'en changer, alors c'est lui le responsable aussi, je suis d'accord avec toi. Mais là où je ne vais pas décharger les joueurs non plus, c'est que leurs tracés sont pas beaux non plus, ils sont pas propres. J'ai jamais vu des tracés aussi maladroits, aussi mal faits, abandonnés très tôt. Quand j'ai vu Rashee Rice à un moment donné abandonné, il lance, il y a un play, il se trouve que tout de suite il est couvert, le mec n'a pas mordu à l'hameçon. Il arrête complètement de courir, il trottine. Rashee Rice, t'as pas le droit de faire ça. Tyreek Hill, lui, il faisait ça, mais Tyreek Hill, lui, il avait plusieurs All-Pro, Pro Bowl, Super Bowl. Rashee Rice, toi, ton fait le plus connu, c'est d'avoir eu un accident de voiture et d'avoir fui la route. Ouais. Donc, non, toi, t'as pas le droit de faire ça. Donc, déjà, je suis assez d'accord avec toi, Yo, sur les célébrations et tout ça. Là, les gars, célébration, t'es en train de jouer ta saison, profil bas, quoi. Donc, moi, je décharge pas les joueurs, hein, mais je veux qu'on voit plus grand. Et pour moi, il y a un vrai problème au niveau du coaching. Et juste pour terminer là-dessus, je trouve que Andy Reid, là, ça y est, il a pris un petit peu un temps de retard sur la ligue et il a du mal à rattraper. Il a du mal à rattraper le wagon. Le fait qu'il ait toujours refusé de s'investir dans le jeu de course. Non seulement on n'a pas des running backs compétents, mais on n'a pas des jeux qui sont bons à la course. Même, tu sais, c'est comme les tracés de receveurs. Bah, les jeux de course, ça se travaille aussi. Lui, tu vois que c'est vraiment une pensée secondaire, quoi. Et alors, ça, en plus de tous ces concepts de jeu qui, pour moi, commencent à être un petit peu has-been. Et je trouve qu'on aurait besoin d'un petit jeune, des idées neuves, des idées créatives. Si Mike McDaniel venait à se faire virer des Dolphins, je le prends tous les jours en coordinateur offensif. Voilà, c'était juste la petite nugget. Je vous en ai parlé dans le groupe aussi. Moi, c'est vraiment quelqu'un, je verrais bien aussi chez nous, hein, à ce poste-là. Ouais, mais sauf que les Dolphins sont trop bons en fin de saison, il ne sera pas viré. Non, mais c'est un bon coordinateur offensif, hein, faut le dire. Hein. Faut le dire. Non, mais il y en a plusieurs, hein, de cordeaux offensifs ou de head coach qui vont. Moi, je suis désolé, mais quand tu vois un Brian Daboll, ce qu'il a fait avec Josh Allen,
C'est lui qui a façonné Josh Allen, hein, faut pas l'oublier. Non, c'est Brady plutôt. C'est Joe Brady plutôt qui l'a. Non. Là, je suis pas d'accord. C'est ce que me disent mes amis de la Bills Mafia. Joe Brady qui était le quarterback coach. Qui c'était le premier qui c'était qui a coaché le plus Josh Allen, c'est bien Brian Daboll. Non, Brady, il arrive après. Brady, il arrive après. Non, c'était le quarterback coach, Brady. Mais et maintenant, il a été. Brian Daboll, c'était le coordinateur offensif. Joe Brady, c'était le quarterback coach. Ah, et après, ok. Ouais, moi, je suis pas d'accord. Moi, je suis pas d'accord. C'est Brian Daboll qui a façonné Josh Allen. Donc après, bon, chacun pense ce qu'il veut. Mais les Bills connaissent mieux leur franchise que moi. Mais bon, bref. Moi, Brian Daboll me gênerait pas non plus, quoi. C'est ce que je veux dire, quoi. Mais je sais que ça n'arrivera pas. Donc, ton frère. Voilà. Parce que c'est ton frère, c'est ça. C'est ça. Vous êtes des fumiers. Est-ce que vous voulez parler des Texans du match des Texans en plus ouais. Non, oui, on va parler des Texans. Vous voulez quoi, faire l'attaque en premier ou la défense en premier? On peut faire un peu les deux en même temps. Comme ça, on aura un petit peu de temps pour parler du match de ce week-end. D'accord. Bon, je fais un mea culpa, je mets un jingle alors. Hein, vous êtes d'accord? Vas-y. Pardon, Chris! Pardon, je t'ai critiqué! Je suis nul! Sinon, on est un gros con! Voilà, je suis un con! Pardon, Chris Jones! Pardon! C'est parfait. Donc, pour la petite aparté, je fais vite fait la défense. Parce que, en fait, au milieu du deuxième carton, j'écris sur le groupe WhatsApp. Je dis, le vieux en déambulateur, là, il commence à me saouler. Il fait aucun play. C'est la plus mauvaise O-line, l'une des plus mauvaises O-line du pays. Et il n'arrive même pas à mettre un sac ou une pression sur CJ Stroud. Après, il m'a bien fait mentir. Il est sur le groupe WhatsApp aussi. Hein. Et je me disais, à un moment donné, le lendemain, quand je suis repensé à ça, je dis, mais mon gars, t'aurais écrit quelque chose en face de toi, tu te tairais parce que vu la voix que c'est. et voilà. Mais le point quand même, un point positif quand même qu'on a vu, même si c'est la O-line des Texans qui est très faible, on a quand même vu une révolte de notre défense à un moment donné dans le match. Ils font un fin de deuxième carton et un retour de mi-temps incroyable parce que les Texans n'avançaient plus, faut être clair, les Texans n'avançaient plus, ils n'arrivaient plus à faire quoi que ce soit, et Chris Jones a sonné la révolte, faut le dire. Il fait un sacré match, mais le problème c'est il fait 4 QB hits, je vois dans le match, il fait une passe défendue, un tackle for loss, un sac, voilà. Il a vraiment une fiche de stats, il a sali la fiche de stats. Et même Karl Aftis a fait une bonne seconde partie de match. Mais c'est pas assez derrière, parce que derrière, tout ce qui est linebacker et DB, voilà, ils n'étaient pas là, quoi. Ils n'étaient pas là. Comme vous dites, les troisièmes et longues, on en a pris je sais pas combien dans le match. Mais voilà, le point positif, on va dire, notre ligne défensive, on perd pas le match à cause d'eux, voilà, on va le dire clairement. Mais et du coup, ils ont donné plusieurs cartouches à notre attaque qui n'ont pas été au bout. Mais Mike Edwards a fait ce qu'il pouvait en arrivant à la dernière minute un peu. Voilà, il a fait ce qu'il pouvait. Shamari Connor, c'est pas bon, on va pas se mentir. Et puis derrière, le corner qui était à peu près au-dessus du lot, c'est Watson et McDuffie. McDuffie, il s'est blessé assez rapidement dans le match. Et derrière, c'était un peu compliqué. Et puis voilà. Mais on encaisse trop de troisième et long. On est là-dessus, on va pas se mentir. C'est catastrophique. C'est troisième et quatrième et long. On n'a pas le droit de prendre de. Moi, ce que je comprends pas, en fait, je suis pas assez calé là-dessus, je vais le dire clairement, par rapport à notre ligne défensive. Et comment tu peux laisser 10 ou 15 yards derrière qu'on est en train de rusher le QB adverse. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas laisser de l'espace, mais tu ne peux pas laisser un espace au milieu du terrain comme ça, libre. On sait que les premiers moments, les joueurs vont peut-être être couverts, mais sur la deuxième partie du jeu, si tu ne couvres pas les joueurs dans l'axe du terrain, tu t'ouvres à… Alors, je ne suis pas assez calé défensivement par rapport à ça. Je ne sais pas comment l'expliquer.
mais je trouve qu'on a des gros problèmes. Et je ne sais pas si c'est la faute de nos safety, de nos corners, ou de nos linebackers, j'arrive pas à savoir, mais il y a un gros problème par rapport à ça, quoi. Ouais, alors par rapport à ça, moi j'ai un début de réponse, mais quand tu blitzes, parce que on a quand même toujours besoin de blitzer, même si c'était le meilleur match de notre ligne défensive, enfin le meilleur match de Chris Jones en tout cas, parce que George Karlaftis, moi je suis pas tout à fait d'accord avec toi, je trouve que des fois on le voyait, il sortait carrément de l'écran, il allait tellement loin, le mec il faisait 3 tours du parking autour de l'arc, et Karlaftis à un moment donné, tu te fais... Un sac, un tackle for loss de QB, c'est quand même pas mal pour un defensive end. Mais après, je suis d'accord avec toi, on devrait voir plus. Je suis d'accord avec toi, on devrait voir plus. Ouais, mais c'est surtout que, tu vois, il lui envoie un chip sur lui à un running back. Le mec, pour contourner le chip, il continue de courir. Il continue de courir. Mais à un moment donné, qu'il allait rentrer au parking, il est plus dans l'écran. Ouais, mais à un moment donné, ils mettent Dalton Schultz sur lui et puis il envoie Dalton Schultz carrément en bull rush. Et il explose, quoi. Et il explose. Donc, il y a quand même des bonnes actions. Non, mais il y a quand même des bonnes actions, on va pas se mentir. Ouais. Mais sinon, pour le côté couverture, là, peut-être que, je sais pas, je suggère, mais peut-être que c'est pas une bonne idée de laisser McDonough en couverture pendant 4 secondes aussi. Parce qu'avec les plans de blitz de Steve Spagnuolo, ils sont faits pour fonctionner, mais fonctionner rapidement. Et quand ça marche pas, tu te retrouves avec McDonough qui couvre un slot receveur ou un receveur extérieur ou un mais là, à un moment donné, mais à un moment donné, ils ont pas de. Moi, je sais pas, il y a quand même un QI foot qui ressort à un moment donné. Même si tu le laisses, il fait la réception, mais tu ne le laisses pas prendre 5-6 yards derrière. Tu as bien nos corners ou nos safety qui doivent virer le jeu et le sentir, ça. C'est ça que je comprends pas, en fait. En fait, c'est ça que je comprends pas, en fait. J'arrive pas. Il travaille aussi, quoi. Oui, bien sûr, mais j'arrive pas à savoir vraiment, à maîtriser le truc défensivement, de savoir comment. Le pourquoi du comment, quoi. Il y a le blitz, bien évidemment, mais il n'y a pas que ça, quoi. Donc, moi, là-dessus, je rejoins plutôt Edwin. C'est ce que j'aurais répondu aussi. C'est qu'en fait, le blitz, faut que ça aille vite. Si tu te mets à blitzer et qu'au fait, au bout de 3-4 secondes, t'as pas encerclé le QB pour qu'il fasse une faute ou qu'il aille à la faute, je veux dire, derrière, forcément, tu laisses des espaces. Et si le QB adverse arrive à se mettre dans cet espace, à trouver un joueur dans cet espace, forcément, tu payes. Surtout que Spags, il a pas peur d'envoyer des covers 0 non plus. Hein. Mais pour le coup, je trouve que là, alors autant j'ai été très critique de Spagnuolo la semaine dernière, autant là, je trouve qu'il a peut-être appelé son meilleur match défensif. On a vu la deuxième mi-temps, ils n'avançaient rien du tout, les Texans. Ils n'avançaient rien, ils ne faisaient rien. Si on leur donne pas, parce qu'il faut quand même se rappeler qu'on leur donne le ballon 2 fois sur nos 30 yards. Si on leur donne pas ça, il je marque suis pas sûr qu'il sur la deuxième mi-temps, il marque pas. Non. Les 10 points qu'ils mettent dans la deuxième mi-temps, c'est uniquement les 2 quatrièmes tentatives qui sont ratées de notre côté et ils récupèrent la balle dans des positions plus qu'avantageuses. Donc, leur redonner la balle quand tu es sur tes 30 yards, tu as beau avoir une très bonne défense, tu peux, au bout d'un moment, tu peux pas plus. Donc, D'ailleurs, c'est quand même intéressant qu'on parle de très bonne défense. Vous vous rappelez qui était notre cornerback 2 sur ce match-là ? Noel Williams, les gars. Noel Williams. Tiens, on découvre que Noel Williams est bon, que c'est même un très bon corner de boundary, que c'est même quelqu'un qui pourrait jouer peut-être un peu plus de snap. C'est bien de s'en rendre compte en décembre, mais en fait, on l'avait déjà repéré dès le début de l'année. Donc pourquoi est-ce qu'on l'a pas fait plus jouer ? Ça, on le fait toujours avec les rookies, Elvin. On l'a toujours fait. Oui, mais est-ce que c'est une bonne chose de le faire ? Je dis pas que c'est une bonne chose, mais on l'a toujours fait comme ça. La première saison de Karlaftis, même s'il était fort, on ne le faisait pas starter tous les matchs, quoi. Tu vois ce que je veux dire, quoi. Donc, je trouve que c'est un peu le mauvais exemple, Karlaftis, justement, parce que première saison, il est déjà titulaire tout de suite. Mais... Ouais, mais il faisait pas de stats. Il faisait pas de stats en début de saison. Il a commencé à faire des stats vraiment en fin de saison, quoi. Ouais, mais par contre, il jouait beaucoup. Mais justement, ça prouve mon point, justement, ça. C'est-à-dire que c'est quand tu joues que tu vas devenir meilleur. En fait, tu vois, je trouve que non, mais ça, c'est pas faux, on est d'accord. Oui, le mec, il montre déjà des traits intéressants alors qu'il a très peu de snaps. Là, tu lui donnes beaucoup de snaps, il a fait un bon match, quoi. Et c'est pas le seul, je trouve. Autant les dernières semaines, j'ai été pas mal critique de Jaden Hicks parce qu'il fait un début de saison vraiment pas terrible. Il y avait vraiment des bourdes en couverture. C'est pas il joue combien ? Il joue 6-7 snaps, je sais plus. Il joue très peu de snaps. Et pourtant, à chaque fois, tu le vois, il fait un play. Je dis, tiens, ce serait peut-être intéressant de ne pas attendre la fin de la saison pour le faire jouer parce que
c'est pas impossible que ça devienne notre safety titulaire. Tu me dis que tu préfères donner des snaps à Mike Edwards qui a du mal à se rendre. Tu vois, quand il doit se rendre sur le bord de touche pour aller défendre un joueur qui est le long de touche, il a du mal à se déplacer. C'est normal. Il commence à être vieux, il commence à être un peu cassé et il n'a jamais été le plus athlétique non plus. Tu me dis que tu préfères donner les snaps à ce mec-là plutôt qu'à Jalen Hicks qui est beaucoup plus athlétique, alors oui, il connaît pas tout à fait le système. Les gars, ça fait quand même 1 an et demi qu'il est dans le système. Il va faire des bourdes, mais comme les autres, quoi. Fais-le jouer. Le problème, c'est qu'on n'est pas tous les jours avec eux à l'entraînement et on ne sait pas exactement ce qui se passe. Et si Spagnuolo le met pas, c'est qu'à l'entraînement, il convient peut-être pas non plus, quoi. Hein. Donc, à voir, quoi. Je sais pas. Ou alors que Elvin de Chiefs France a raison et que Steve Spagnuolo se trompe. C'est possible aussi. C'est possible. Hein. C'est possible. C'est possible. Non, mais bien évidemment. Mais il y a des joueurs que j'aimerais bien voir, quoi. Depuis combien de temps on dit que Shamari Connor ne doit pas jouer dans le slot? Mais on va peut-être les voir. Hein. Et il est bon. On va peut-être les voir en fin de saison, là. J'espère. Dans plus de temps. Mais bon, bref. Mais on peut dire que on perd pas ce match à cause de notre défense, quoi. Pour une fois, même si on prend des troisième et longues beaucoup dans le match, on perd pas quand même ce match à cause de ça. Non, c'est pas là qu'on perd. Du coup, c'est que du côté de l'attaque qu'on perd le match. On est d'accord? Oui. Je crois que c'est une des pires prestations de Mahomes et de l'attaque en général depuis un moment. T'as oublié le Colts il y a 3 ans, on finit en prolongue puis qu'ils nous battent quand ils étaient fanuls, là. Les Colts. Depuis 3 ans. C'est ce que je disais. Ou les Raiders à Noël. Ouais, non, enfin voilà, c'est quand même. On se sent vraiment. Il n'y a pas de rythme. Tu vois que c'est. T'as l'impression que les gars, ils se connaissent pas sur le terrain. Ils savent pas qui doit aller où. Les tracés, c'est pas foufou. Mahomes constamment mis sous pression. Et au fait, vraiment la défense des Texans, qui est plutôt très bonne au demeurant, en fait, elle nous a vraiment étouffés, limitée surtout. Enfin, je vous ai pas trouvé, tellement. Ouais, tellement. J'ai pas trouvé qu'on avait une attaque qui jouait peut-être le match de la saison, quoi. J'ai pas trouvé de. Je crois qu'il n'y avait pas ce sentiment d'urgence. Pas de sentiment de révolte, vraiment de la suffisance, bof. Et puis, moi, Andy sur la quatrième, t'es un criminel. C'est un crime. Pourtant, ils se trompent rarement, mais là, je trouve que l'appel de jeu sur la quatrième, donne une deuxième option, quoi. Si jamais tu choisis de la jouer, moi, je suis pas contre le fait de la jouer, mais qu'au moins Mahomes ait une option B si jamais l'option A est pas disponible. Ça me paraît quand même. Elle était disponible. Après, moi, je me suis dit, il restait 10 minutes dans le quatrième. L'attaque en face n'avançait pas du tout. Enfin, je veux dire, on avait vraiment notre défense avait vraiment pris le dessus sur leur attaque. Il te reste 10 minutes. Tu vois que ton attaque balbutie et tout. Tu sais que si tu rates la tentative, tu la récupères dans 2 minutes après. Et ben, tu la récupères dans 2 minutes. Ben voilà, tu punts. Je veux dire, au pire, il te reste 10 minutes. Tu récupères 2 minutes après, il reste 8 minutes. Voilà. Et au fait, c'est vraiment ça. Plus après, le coup d'après, c'est un peu on lance les dés, on voit ce qui se passe sur la deuxième, quatrième ratée. Mais pour moi, à ce moment-là du match, et vu la tournure de attaque-défense, comment ça se passe, tu punts, tu prends même pas le risque de jouer la quatrième. Il n'y avait aucune urgence à la jouer sur ce moment-là. Et pour moi, je trouve vraiment, oui, Andy, là-dessus, t'es un criminel. Je suis le seul à pas être d'accord avec ça, mais. Non, moi je suis assez. En fait, je suis pas contre le fait de l'avoir joué. Moi, c'est vraiment. Alors que beaucoup de gens disent. T'es entre les deux. Ouais, je suis entre les deux. Moi, je suis pas contre le fait de l'avoir joué. C'est l'appel de jeu que je trouve crado. Parce qu'en fait, j'ai reproché. Ça fait combien d'années que je reproche à Andy de pas être assez agressif, d'être un peu trop conservateur dans ses. Donc, allez, il a pris la mesure de l'enjeu, de se dire c'est notre saison qu'on joue là, donc c'est tout ou rien. Et sauf que du coup, je veux dire, c'est la plaie que tu caches dans ta manche depuis le début de la saison, que tu dois sortir à ce moment-là en disant allez, on y va, quoi. C'était notre Super Bowl pratiquement, quoi. Tu vois, ça avait cette importance-là, ce match-là. Et j'étais un peu déçu de l'appel de jeu. Moi, je voulais savoir ce que vous aviez pensé par contre de la ligne offensive, parce que alors en direct, j'avoue que. Attends, moi d'accord, vas-y, je reviendrai après sur la quatrième. Vas-y. Ah oui. Ok, ouais. Je dis, moi, en direct, j'ai trouvé que Essa Polé avait été
correct. Je dis correct parce que c'est un joueur que j'aime beaucoup. J'étais très content qu'il revienne chez nous. Je dis correct parce qu'on lui a envoyé beaucoup d'aide. C'est-à-dire que entre les running back cheap à côté de lui, les tight end cheap ou alors les poches qui se déplaçaient, tout ça, on lui a envoyé beaucoup d'aide. Mais malgré tout, donc c'est pour ça que les stats sont un peu faussées quand on regarde les stats de Daniel Hunter en face. Mais malgré tout, je trouve qu'on a peut-être trouvé, tu vois, un swing tackle, enfin peut-être pas un swing tackle, parce qu'on ne sait pas ce qu'il vaut à droite, mais un joueur non drafté qui a le niveau pour tenir en NFL, au moins remplaçant, tu vois. Et je trouve que ça, c'est déjà un gros plus, quoi. Je ne peux pas en dire autant du côté droit de la ligne qui était abysmal, catastrophique. Alors, Jalen Moore, il ne peut pas défendre, il peut pas descendre dans l'arc, et donc c'est vraiment très difficile pour Mahomes. Et alors, Caliendo, je crois que tu mettrais un plot de chantier. Je pense qu'il freinerait davantage le défenseur que lui, quoi. Il se fait, mais tu as l'impression que même mettre son corps devant un défenseur comme ça, il se fait bull rush tout de suite. Je lui en veux pas, Caliendo. Il nous a rendu service, mais il faut qu'on se rende compte que c'est pas Allegretti. On avait tendance à dire c'est un peu notre nouveau Allegretti et tout. Il n'y a pas le niveau d'Allegretti quand même. Allegretti, il a signé un contrat derrière aux Commanders. Bon, ils le font plus trop jouer, mais en tout cas, il a rendu service chez nous. Là, Caliendo, je trouve qu'il a montré ses limites. Non, il n'a pas le niveau pour être garde en NFL. Merci pour tout, Big Mike, mais non. Là, c'était compliqué, quoi. Je veux dire, il a flingué des drives entiers. Ce côté droit de la ligne a flingué des drives entiers, quoi. Je trouvais où Mahomes se retrouvait avec la pression dans la face tout de suite et où du coup il devait improviser. Alors quand toi tu regardes les receveurs, tu dis mais ils sont ouverts là, pourquoi Mahomes ne passe pas? Et là tu vois Mahomes qui est sur une jambe en train d'essayer de s'échapper et qui malgré tout, avec la magie qu'on lui connaît, arrive à lancer un ballon qui est pas trop mal placé. Je pense au ballon dans les mains de Thornton, que Thornton doit le catcher. Je sais que ça n'a pas été considéré comme un drop, mais il doit le catcher, Thornton. Il est dans les mains, donc il doit le faire. Mais voilà, je ne sais pas ce que vous pensez de la ligne offensive. Je suis peut-être un petit peu dur avec le côté droit, mais moi, je trouve que ça n'a rien à faire starter en NFL. Non, j'inclus Jalen Moore. Après, là-dessus, tu as raison. En fait, c'est vraiment l'ensemble de l'attaque au final. Dès que Humphrey fait son snap, passe le ballon, en fait, c'est à ce moment-là. Au fait, il y a toutes les composantes de l'attaque, comme je disais un peu tout à l'heure, en fait, qui ne fonctionnent pas ensemble. Soit il y a la ligne qui prend d'un côté, du coup les blocs sont pas faits correctement, tu as le joueur receveur option A, option B qui se démarque pas forcément, leur tracé sont pas tip top, après tu as Mahomes qui doit un peu plus improviser, mais du coup forcément c'est compliqué aussi. Donc au fait vraiment pour moi l'attaque n'était pas homogène et au fait on n'a jamais réussi à trouver une solution à quoi que ce soit. Donc c'est un échec sans jeu de mots sur toute la ligne. Et toi, Yo, du coup, tu voulais nous dire sur la ligne et puis tu reviendras sur la quatrième après ce que tu voulais dire. Rapidement, il fallait garder en tant que tackle Joe Tunney. Non, je déconne. Trop simple comme réponse. trop facile. Non, mais moi, ce qui me fait chier, c'est les Niners, je l'avais dit, les fans des Niners, 15 millions l'année pour Moore, faut pas déconner, putain, c'est catastrophique. C'est cata. On ne savait pas. On le savait pas, Elvin. Bien sûr que si, on le savait. Voilà, il a. Honoré Simmons. Non, on ne savait pas. Non, mais on savait. Moi, je savais pas. Et t'imagines, tu joues avec Moore à gauche, toute l'année. Là, tu fais quoi là? C'est cata, c'est honteux. C'est même pas un joueur de CFL, le mec. Du coup, tu aurais joué avec qui à gauche? Je sais pas. À un moment donné, il fallait aller. À un moment donné, il fallait. Je sais pas. Voilà. Il s'est positionné sur Stanley, mais il a re-signé avant d'aller en free agency. Non, c'était vraiment une très mauvaise off-season pour la. Au contraire, moi je trouve qu'ils ont plutôt pas trop mal joué. Je vous rappelle, alors j'ai mangé son nom, mais le tackle des Steelers qui a signé un contrat incroyable qui est mauvais. Dan Moore, je crois qu'il s'appelait Moore aussi, Dan Moore, qui est pas bon du tout. Et qui a signé un contrat faramineux parce que c'était tellement une off-season mauvaise au niveau des tackles que moi je te le dis, je t'arrête tout de suite. Moi, que de donner 15 millions à un mec
je vais chercher un tackle au 2e tour et puis je le forme et puis il fera pas pire. Hein. Moi, je suis désolé, ça te coûtera moins cher et tu vas chercher. Alors, on savait pas si on aurait Simmons ou pas. Bon, Simmons, s'il a fait la saison qu'il a fait, il est sur hier, c'est fini, point barre. On verra l'année prochaine. Mais moi, je suis tant qu'à faire, j'allais chercher 2 tackles gauche et c'est tout. Tu allais faire le job comme ça. Et point barre, tu allais former un jeune. Ça peut pas être pire que Jalen Moore. On donne 15 millions par an à un mec qui est nul. Mais Alors, qui est nul. À gauche, il est pas nul. À gauche, il est correct quand même. Ouais. Je fais référence au match des Lions. Il est pas meilleur que Joe Tunnel l'année dernière. À un moment donné, il faut pas déconner quand même. Il est moins cher. Mais et plus jeune. Non, mais par contre. Moins cher et plus jeune, mais meilleur. Il permet de faire des trucs que Joe Tunnel ne te permettait pas de faire. Tu vois, non, mais je parle de Joe Tunnel, mais ce que je veux dire. Ouais. Non, mais ce que je veux dire par là, quitte à faire ta O-line, tu prends 2 tackles gauche. Bon, tu prenais Simmons s'il était dispo, mais tu en reprenais un derrière, tu formais tes 2 tackles. Point barre, tu avais tes tackles peut-être du futur ou pas, j'en sais rien, mais au moins tu aurais eu quelque chose. Là, aujourd'hui, on se retrouve avec un mec qu'on donne 15 millions l'année, donc on va le couper là à la fin de l'année parce qu'il est nul. Voilà, donc on va se retrouver, même problématique. Josh Simmons va revenir, mais après, Jawan Taylor, je crois, c'est la fin de son. Il a encore un an derrière, mais il y a une porte de sortie là. Ouais, il y a une porte de sortie. Donc, Jawan Taylor, si on n'a pas à droite, on va mettre qui ? Bref, on va repartir encore sur des trucs à la mort moelleux et on va essayer de meubler et machin. Moi, je suis désolé, mais pour moi, on s'est trompé à notre intersaison. Clairement, on s'est trompé. Je veux juste dire une chose que j'ai lu, que j'ai entendu. Mitch Schwartz qui disait ça dans ses vidéos. Mitch Schwartz, pas n'importe qui. Il disait un tackle qui peut jouer à gauche et à droite, c'est pas automatique. C'est-à-dire, c'est comme les. En fait, c'est un peu les gens qui sont ambidex. Il y a des gens qui sont ambidex et d'autres qui sont pas. Et Jalen Moore, il y a peut-être une raison si même quand les Niners ont eu des blessés à droite, ils ne l'ont jamais fait jouer à droite. C'est-à-dire qu'à gauche, moi je suis désolé, il est pas nul à gauche. À gauche, il fait le taf. On a les matchs qu'on a vus de lui. Je trouve que tu as la mémoire courte, Yo, parce que rappelle-toi des Lions. Non, mais bien. Il fait le taf à gauche. Là, à droite, par contre, il n'est pas bon. Elvin, il ferait vraiment le taf. On n'aurait pas eu de la question à se poser, savoir si on le mettait à droite ou à gauche. Point barre. C'est ça que je veux dire. En fait, pourquoi on se pose la question de le mettre à droite ou à gauche ? Ah bah oui, il a convaincu cette semaine à l'entraînement et tout. Si le mec, il est bon à gauche, il va jouer à gauche. Point barre. Et le mec, il joue même pas à gauche. C'est le côté de ton quarterback, voilà. Je dis pas qu'Onia Maurice était meilleur, hein, c'est pas ce que je dis, hein, parce que pareil, ça faudra en revenir aussi. Les mecs, drafter des mecs de l'Oklahoma à un moment donné, j'en peux plus non plus. Bref, à part Creedon Frey, quoi. Bref, mais tous des chokers comme les mecs d'Oregon. Dis pas ça. J'ai mon viseur sur le tight end d'Oregon là pour. Ouais, bah c'était bien. Garde-le loin. Kenyan Sadiq. Je vous l'annonce dès maintenant. Voilà, je vais revenir quand même sur nos receveurs. Voilà, et sur la quatrième, sur la quatrième. Ouais. Ah, vous voulez que je revienne sur la quatrième ? Alors, la quatrième, rapidement, moi je dis, Andy Reid a raison, tu donnes le ballon à ton meilleur joueur qui est Patrick Mahomes. Et à un moment donné, si on doit prendre le match en main, c'est à ce moment-là. Et il reste 10 minutes, tu dois la convertir. Et comme par hasard, hein, on donne ça à un mec qui n'a pas de main, qui s'appelle Rashee Rice et qui la drop. Donc, bref, pour moi, c'est Rashee Rice, il l'a dans les mains. Hein. C'est lui qui la drop. Hein. C'est lui qui l'a dans les mains. Hein. C'est pas un mauvais lancer de Mahomes, c'est pas un mauvais truc. Il l'a dans les mains. Et c'est lui tu la donnerais à qui, du coup, qui a des mains ? Parce que je rappelle que Travis Kelce a le record depuis, je crois que les 10 dernières années, cette saison, du nombre de drops qui ont résulté en une interception. Je n'ai pas dit de la donner à Kelce. Hein. Moi, aujourd'hui, on l'a fait pas. On l'a pas fait une seule fois cette Rashard saison. Smith. Non, je fais une jet sweep avec Worthy. Tout simplement. Derrière la ligne de scrimmage. Bien sûr. Bien sûr. Alors après, c'est les Texans, c'est une grosse équipe. Mais je suis désolé, Rice, pour moi, c'est Rice qui ne catche pas le ballon. Si Rice il catche le ballon, on continue et le drive continue. Point barre. Donc voilà, moi la quatrième, je valide Andy Reid sur la quatrième, même s'il reste 10 minutes. C'était le momentum, la défense avait vraiment pris le dessus. Et si on voulait les battre, c'était à ce moment-là qu'on devait prendre le risque pour essayer d'aller les battre. Ça n'a pas fonctionné. Point barre, mais on a mis le ballon dans les mains du meilleur joueur qu'on avait, qui est Patrick Mahomes. Donc voilà, donc ça là-dessus, ça me choque pas. En fait, ouais, je suis pas trop en désaccord avec toi. Et juste pour terminer, peut-être clore le débat sur l'attaque,
j'ai l'impression qu'en fait, ce que tu dis, le jet sweep et tout, t'oses pas le dire, mais en fait, on est à 2 doigts de découvrir que on doit courir plus, et en particulier under center. Ce qu'on a fait au début contre les Colts, on le fait. Moi, je suis désolé, quand je On vois le l'a début de match de jamais fait. Worthy, On l'a jamais fait. quand je vois le début de match de Worthy et que je vois que Worthy est aligné sur les punts, sur les retours de punt, je me dis Worthy va très bien, la santé va bien. Donc ne me dis pas qu'on peut pas lui faire une jet sweep comme on faisait l'année dernière, qui a très bien fonctionné et qui marchait 9 fois sur 10. Et je ne comprends pas qu'on ne l'attende pas cette année. On n'en a pas tenté une avec lui. Alors les semaines d'avant, je veux bien la cheville, machin, tout ça, pas de problème. Mais là, il est sur retour de punt. Tu vas pas me dire que tu ne peux pas la faire. C'est pas possible, j'y crois pas une seconde. Non, mais c'est n'importe quoi qui sont en retour de punt, mais je rappelle quand même que son bras a quitté son épaule il y a quelques semaines et qu'il s'est toujours pas fait opérer, qu'il ne peut prendre aucun contact sur l'épaule et que sa cheville est encore Alors Elvin, il se fait plaquer et tout le bordel, les joueurs lui tombent dessus, il se relève et il est sur le terrain, il sera ligne pour le prochain drive. Moi je veux bien, il est très solide, on s'imagine pas les blessures qu'ils ont, comment ils peuvent jouer avec. Je ne m'imagine pas quand tu vois que, je fais la petite aparté, Daniel Jones avec le péroné fissuré ou pété, il jouait quand même. Tu te dis, les mecs, ils sont barges. Mais c'est des machines, point barre. Mais je me dis, Worthy se fait plaquer. Avec la main gauche cassée. Oui, non, mais c'est pareil. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que Worthy, il est capable de le faire. Il a les jambes, il a tout ce qu'il faut. Donc, bref, voilà, c'est pas fait. C'est pas la peine, de façon, de revenir là-dessus. Moi, l'action, c'était le bon choix d'Andy Reid, point barre. Voilà. Voilà. On est d'accord, on n'est pas d'accord. Hein. Moi, là-dessus, je respecte l'avis de Hugues qui a peut-être raison aussi. Hein. Mais moi, c'est mon côté agressif de l'attaque qui me dit voilà, on aurait dû la tenter. Et si on aurait punté et puis derrière ils font retour de punt et qu'ils vont t'aider, on se dit bah, on aurait dû tenter la 4e, mais bon, avec des scies au coupe du bois. Voilà. Au pire, dans ce cas-là, tu la donnes à Karim Hunt et puis tu manges. Au pire, mais voilà. Au pire, une course under center, s'il vous plaît. Ça marche. Non, mais au pire, tu fais une feinte avec Worthy qui est à côté de Karim Hunt. Tu peux faire des packages de faux jet sweep, de machin. T'as moyen de faire plein de choses. Hein. T'as moyen de faire des trucs. Brashad Smith, t'as moyen de le mettre aussi à côté. Voilà, bref, mais c'est pas. Voilà, c'est comme ça. On reviendra pas dessus. Ça a été droppé. Et ben voilà, de toute façon, avec, comme a dit Hugues, 9 drops entre les tight ends et les wide receivers, c'est pas possible. Et Noah Gray, faut le cut. Hein. Moi, je suis désolé, Emilien, c'est terminé. Oui. Hein. Là, faut merci, enfin. Il est nul. T'as rejoint le côté obscur de la force. Tu vas voir que dans 2 semaines, tu vas critiquer Nick Bolton. De toute façon, moi, Butker, Rice, Noah Gray, allez, c'est bon. Hein. Allez. Alors, Rice, non, quand même pas, mais ouais. On le gardera pas, tu verras. Hein. Tu verras qu'on le gardera pas à la fin de sa saison rookie, tu verras. Pour sa dernière saison rookie. Bon, ça fera l'objet d'autres épisodes, messieurs. Du coup, pour finir, on va se projeter vers le prochain match. Les gars, revanche contre les Chargers ou pas? Le petit jingle, je vous le mets parce que là, celui-là, il est bien. C'est juste qui me tarde de sentir l'odeur des merguez. Allez, Urios, Christophe Urios, on embrasse. J'aime bien l'odeur des merguez, moi, tu vois. Il me tarde de sentir l'odeur des merguez. Et ben, je trouve que tu as vraiment un super jeu de jingle aujourd'hui, en tout cas, Yo. je te félicite sur ta semaine. On voit que tu as bossé dur, là. Le dimanche dans la nuit, je savais déjà que j'allais mettre le jingle de « Pardon, Chris !» Pardon, Chris. Non, bah oui. Bah alors, les Chargers, les gars. Justement, Chris Jones, parlons-en. On rappelle que si on a des blessés dans la ligne offensive, les Chargers sont dans une situation similaire, voire pire. Parce que eux, ils ont carrément donc toute leur ligne offensive qui est blessée et en plus leurs remplaçants sont aussi sur le injury report. Donc le pauvre Justin Herbert, il prend cher. Qui en plus a une main cassée, lui, je crois, ou fracturée. Oui, il s'est fait opérer la semaine dernière, il a joué dimanche. Et puis il s'est encore fait mal. Il s'est encore fait mal aux 2 doigts pour lancer là. Ce week-end là contre les Eagles. Ah ouais, je crois que c'était la main gauche où il était blessé. Non, apparemment, c'est sa main de lancer qui est. Ah bon, peut-être que je me trompe, hein. Alors peut-être que je me trompe, hein. Peut-être aussi, hein. Pardon alors.
Mais non, c'est aussi une équipe qui quand même souffre et malgré tout, ils arrivent quand même à plutôt bien jouer. Alors, il y a par contre leur coureur qui est revenu, Marion Hampton, qui lui est quand même solide. Il va falloir faire attention, très bon coureur. Lad McConkey qui est aussi sur le Injury Report, mais bon, il va jouer et donc il peut nous faire très mal dans le slot aussi. Moi, je me répète, mais je pense que les Chargers, on peut vraiment leur mettre tarif si on arrive à mettre de côté notre ego et puis de jouer un peu comme la première mi-temps des Colts. C'est-à-dire, la course ne marche pas, c'est pas grave, on continue à en faire. Pas juste des play action, parce que le problème avec Andy Reid, c'est que personne ne le prend au sérieux quand il fait des courses. Il se rappelle 1 ou 2 fois par carton, ah oui, c'est vrai, ça existe la course, et donc il te met une course sur un play action, et en fait, elle va faire 2 yards, mais en fait, personne ne le prend au sérieux. Donc, des vrais jeux de course où t'enchaînes, je m'en fous si tu fais que 2 yards, continue. Je vais relativiser le jeu de course quand même parce que faut pas oublier qu'on n'a plus la même centre de la ligne et qu'avant on pouvait se permettre d'attendre mais de mettre des jeux de course en place tard dans le match, mais on avait une grosse chance, c'est qu'on avait Trey Smith et Joe Tunney et Creedon Fred. Alors Trey Smith est de retour. Force, c'était le centre. Oui, non mais le centre de notre ligue était notre point fort. Les running backs avaient juste à courir tout droit. Aujourd'hui, c'est moins le cas. Et je me dis qu'Andy Reid, on a un peu moins confiance aussi à notre O-line. Alors, sur Mataya, je ne vais pas lui tomber dessus parce que déjà, il est en bonne santé, contrairement à tous les autres qui sont à out. Et sur Mataya est un meilleur garde de la course que Joe Tunney. Ah si, c'est dit. Alors ça, c'est dit. Soit Mataya est meilleur à la course que Joe Tunney, c'est un technicien en passe pro. Il faisait le taf à la course. On verra sur Mataya si dans 10 ans il est encore dans la ligue. Bref, ça c'est mis de côté. Mais on va le laisser progresser. C'est la passe pro. Moi, on parlait que de la course. J'ai pas dit qu'il était meilleur. On va le laisser grandir. On va le laisser vivre pour le moment. Je vais pas lui tomber dessus. Mais voilà, moi je pense que notre centre de la ligue, pas de la ligue, est un peu moins fort et beaucoup moins fort, et même si on a un Kareem Hunt, même si notre poulet sans tête, il est revenu, mais c'est comme s'il était absent, hein. Moi je suis désolé, mais il court droit dans le dos de Kelsey, le salaud. T'as pas vu à un moment, il y a un play, il y a le gap, il y a le dos de Kelsey. T'as l'impression je pense qu'il ferme les yeux quand il court, lui. Il doit fermer les yeux, je pense. Il garde ses pieds, je pense. De toute façon, j'ai préparé un truc. Je vous promets, le jour où il marque un TD, je vous promets sur le Twitter, je mets le poulet de Vaiana qui a marqué le TD. Hein. Je vous promets. Hein. Mais je vous jure, j'ai préparé le tweet, j'ai préparé le GIF, mais il a toujours pas marqué. Donc. Non, mais pour moi, je suis d'accord avec ton observation. Par contre, le centre de la ligne, avec Caliendo, tu pars pas au combat comme tu partais avec Trey Smith. La bonne nouvelle, c'est que Trey Smith est de retour. Trey Smith est de retour. Non, mais ça on va pas. Même si je suis tombé dessus 2-3 fois cette année, Trey Smith, on voit quand il manque, on voit quand il n'est pas là, il manque. Hein, on va pas se mentir. Hein, donc voilà. Donc ça va déjà soulager. Et ça va soulager peut-être. Jawan Taylor, je sais pas s'il est de retour ou pas. Mais Trey Smith, il est de retour. En tout cas, j'ai vu sur l'Injury Report. Ça, j'ai vu. Mais alors, si c'est Jalen Moore qui joue, ça va donner un coup de main à Jalen Moore quand même un petit peu. Mais moi, je fais. Voilà, moi, je veux le dire clairement, hein, sur ce match, je fais clairement confiance à Patrick Mahomes. Et on sait que quand il est touché dans son ego, Patrick Mahomes, par moment, il est capable de te sortir des trucs de malade. Et je pense qu'il en a gros sur la patate, notre patoche. Et je pense que par moment, les appels de jeu, il va les changer lui-même. C'est ce que je veux, ça. Moi, j'aimerais bien qu'il fasse ça. Comme Brady, quand il en avait marre, il disait non, fais pas ça. Ouais, mais moi, je veux pas que ça tombe dans l'extrême comme au Packers avec Aaron Rodgers qui changeait tous les 2 jeux. Quoi, tu vois, non, c'est pour ça que je dis comme Brady. Mais Brady, voilà, il savait. À un moment donné, Mahomes, faut qu'il assume que c'est un leader aussi. C'est plus le rookie. Mais c'est un vrai leader. Mais le problème, c'est qu'il est. En fait, c'est comme un fils avec son père, quoi. Tu vois, par moment, tu n'oses pas contredire le papa. Et même si tu n'es pas tout à fait d'accord, Andy Reid, c'est quand même. On va pas se mentir. Ils ont quand même une relation à part, les deux. Hein. Ils ont vraiment une relation. Ils se regardent. Ils savent très bien ce qu'ils pensent l'un de l'autre. Ils savent très bien comment ils ressentent les choses. Mahomes, quand le play, il n'est pas content, il regarde tout de suite Andy Reid qui n'est pas content sur le play. Et Andy Reid le regarde et il sait très bien, il se dit, là, Patoche, il m'attend au tournant, là. Et tu le vois, tu le vois, en fait, qu'ils se connaissent vraiment par cœur. Et moi, j'adore voir Andy Reid s'approcher de Patrick et lui causer sur la sideline, même quand ça ne va pas ou quand ça va. Et tu vois que ils ont vraiment une relation, je ne vais pas dire de père-fils parce que ce n'est pas son père, mais
mais c'est vraiment une relation. Je sais pas comment on peut dire ça, mais Patrick a toujours besoin de Andy Reid à côté de lui. Ouais. Voilà. Non, mais en tout cas, ça va être difficile contre les Chargers. J'aimerais que tu aies raison, mais j'ai l'impression quand même que Mahomes, s'il avait dû avoir une blessure d'orgueil, de fierté, un réveil, il aurait peut-être fait, on l'a dit pareil quand on a perdu contre les Broncos. Il l'a eu là contre les Texans, il l'avait. Mais le problème, c'est que les mecs, ils droppent les ballons. Qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent de plus? Tu veux qu'il fasse quoi de plus? C'est ça le problème. Le problème, c'est que même Kelsey, même son gars sûr de toujours, drop le ballon. Qu'est-ce que tu veux y faire? Mais le problème avec Kelsey, c'est que bon, effectivement, il le drop, c'est un grand truc. Mais le problème aussi, c'est qu'il a du mal maintenant à se débarrasser de la couverture, même quand il a même plus besoin d'être doublé. Il est plus aussi, il a plus l'impact qu'il avait avant. Il est sur ses 37. Hein. Ouais, non, mais là-dessus, moi, Kelsey, de toute façon, je lui tomberai jamais dessus. Parce que franchement, pour moi, rien que pour qu'il m'invite déjà à son mariage de cet été, je suis sympa avec lui. Ah, mais on vous a pas dit, si vous rejoignez l'association Chiefs France, vous êtes automatiquement invité au mariage de Travis Kelce et de Taylor Swift avec le package VIP, la fontaine à champagne. Et je rappellerai, on s'est des off par rapport à des choses qui concernent Patrick Mahomes. On ne le dira pas à l'antenne. C'est vrai. je plaisante, bien évidemment. Hugues, on va conclure avec Hugues, voilà, c'est ce que j'allais dire. Déjà, si on évite les erreurs bêtes qu'on a fait dimanche dernier, ça pourrait déjà après nous laisser apercevoir quelque chose de bien. Ouais. Surtout que la défense des Chargers, ils sont un peu lâches dans le backfield, donc on a les joueurs pour s'amuser de ce côté-là. Donc après, il faut se dire c'est qui tout doux là. Clairement, tu gagnes pas, la saison elle est terminée. Donc soit tu montres un peu d'orgueil, on remballe les égos comme Yo a dit, et puis on se met au travail et puis on montre que oui, potentiellement par un concours de circonstances, la saison ne sera pas terminée. Mais maintenant, faut y aller. Moi, je m'en fous d'aller drafter haut cette année. Moi, ce que je veux, c'est voir. On prépare. Tant pis, si on est sorti, mais on prépare la saison prochaine. Et moi, je veux les voir gagner les matchs fin de saison, exploser les mecs qu'on a en face. On s'en fout. Tant pis, on aura des regrets. Mais ce que je veux voir, c'est vraiment une équipe qui a envie de rien lâcher et après, on fera le tri de nos joueurs. C'est pas un problème. On fera le bilan à la fin. Mais moi, j'ai envie de voir une équipe qui se donne jusqu'au bout. Comme a dit Patrick, les matchs, on va les jouer à fond jusqu'au bout. Et on verra après ce qui se passera. Mais il faut envoyer. Là, il faut lâcher les chevaux. Et puis advienne que pourra. Et voilà. Et puis qu'on prenne plaisir à regarder les matchs. Et puis voilà, c'est ce que je veux, moi, en fait, tout simplement. Hein. Et après, comme on dit, on fera le bilan à la fin de saison. Mais on a de grandes chances que ça soit terminé. Mais voilà, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Ouais, de toute façon, les clés du match, ça va être simple. Il faut mieux protéger Mahomes. Tu retrouves de l'efficacité sur tes 3e et 4e. La défense s'impose pour ne pas laisser Herbert prendre le rythme du match. Et puis surtout, t'évites les erreurs. Et puis voilà, après le match, c'est pour toi. Et leur défense est à prendre quand même au sérieux. Ils ont quand même une belle défense. Hein, malgré tout, les Chargers, c'est quand même, ça joue plutôt bien en défense. Donc bref, voilà. C'est bon, on va conclure là-dessus. Le score, vite fait, vous dites un prono, les gars, et après on conclut. Ils peuvent pas nous sweep, donc notre attaque, elle est pas super efficace, mais je veux quand même un 20-17 pour nous. Le même pronostic que j'ai fait pour les Texans la semaine dernière. 27, d'accord, ok. Ah ouais, c'est vrai quand même. Hugues, pardon. Moi, j'espère un peu plus d'orgueil de la part des joueurs, et puis tu fais un 28-17. Ah ouais. Ouais, allez. 28-20, allez. C'est un match de division quand même. Hein, ouais, voilà, 28-20, ça va être accroché. Et qui sait, peut-être qu'Harrison va nous donner la victoire. 2 possessions d'avance à 2 minutes d'œuf. Le plus mauvais kicker de la ligue, vous savez ça? C'est celui qui a raté le plus de coups de pied en fil. De Harrison Butker, j'ai vu ça. Ah bon? Ouais. Plus mauvais kicker de la ligue. Putain, me dis pas ça. Il est nul. J'ai entendu ça sur un podcast. Bien sûr, je fais exprès, je pousse le bouchon. On conclut, messieurs, vous voulez rajouter quelque chose ou je fais la promo pour la sauce? Non, fais la promo là. Moi, je suis au bout de ma vie depuis dimanche. Donc, Non, mais Hugues, ça va aller, t'inquiète pas, mon bonhomme.
T'inquiète pas, bonhomme, on lâche rien. Alors, l'association Kiff France, n'hésitez pas à vous abonner, à nous suivre. Donc, sur le compte Kiff-du-6FR, vous pouvez venir nous voir, vous pouvez venir échanger avec nous. Vous pouvez, si vous voulez vous abonner et que vous êtes fan de Kansas City, c'est 10 €. Vous remplissez un petit formulaire et vous êtes, et on vous fait rejoindre le groupe WhatsApp privé de l'association. Nous sommes exactement 22 membres aujourd'hui, donc c'est extraordinaire. Merci à tous, encore une fois. Et si vous n'avez pas les réseaux sociaux, vous pouvez écrire sur kiffranceassociation@gmail.com pour nous suivre et pour retrouver aussi le podcast HBTC-FR sur X. Voilà, c'est complet. N'hésitez pas à venir nous rejoindre et vivement qu'on fasse le tailgate, je ne sais pas quand, mais on trouvera une date, messieurs. On vous promet. Et le petit cadeau personnalisé, parce que les 10 € ils servent à ça. Le cadeau c'est ça, ils servent à recevoir un beau drapeau avec le logo de Kansas City bleu, blanc, rouge. Et Kansas City, messieurs, quoi qu'il arrive, Hugues, est une grande raison d'être heureux. Exactement. Avec vous, mes chers collègues. Ciao tout le monde et à la semaine prochaine. Ciao. Allez, go Chiefs. Bonjour à tous, bonjour à toutes du podcast How About Those Chiefs, le seul podcast en français qui traite de l'actualité des dynastiques Kansas City Chiefs. Tu peux y aller, j'ai oublié le jingle. Et donc en QB backup pour Patrick Mahomes, on va voir Gardner Minshew. Je vous avoue que je l'avais absolument pas vu venir. Notre copain de conférence des Raiders. Patrick Mahomes, Andy Reid, a lâché un peu les chevaux, comme je l'appelle depuis plusieurs mois. Donc Kansas City a vraiment fait le choix de la continuité. Et ne me dites pas qu'on pouvait pas garder Joe Tunney une seule saison. C'est l'ère 3 de Mahomes. L'ère 1 pour moi c'est terminé après la défaite contre les Bengals. Voilà, c'est ça. L'ère 2, elle se termine maintenant. Parfait, merci beaucoup les copains.